Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de la Méditerranée. Alors, comme chaque semaine, nous allons revenir sur les temps forts qui ont marqué l'actualité. Nous irons cette semaine encore en Syrie, à Kobané. Après des mois de violents combats, les forces kurdes ont repris la ville aux terroristes de Daesh. Qu'en reste-t-il et surtout comment s'organise la vie aujourd'hui? C'est ce que nous découvrirons. L'inquiétude de la filière oléicole en Corse. Ils craignent pour leurs oliviers depuis que leurs voisins italiens ont vu leurs arbres ravagés par une terrible bactérie, une contagion qui pourrait toucher d'autres espèces et tout le bassin méditerranéen. Enfin, nous ferons une halte à Nice pour une avant-première cinématographique. L'actrice marseillaise Ariane Ascaride a présenté L'amour ne pardonne pas, un film dans lequel elle interprète une Française catholique d'âge mûr qui tombe amoureuse d'un jeune Marocain musulman. Mais pour commencer, un témoignage, celui d'une jeune fille de 15 ans seulement. Elle a failli partir en Syrie au nom de ce qu'elle croit être le djihad. Ces mots vont nous aider à mieux comprendre l'endoctrinement dont sont victimes les adolescents et surtout comment les réseaux djihadistes arrivent à les approcher, à les convaincre de s'engager. Elle nous raconte aujourd'hui le processus. Il lui a fallu plusieurs semaines pour briser le silence et raconter l'endoctrinement. Cette jeune fille a 15 ans, nous l'appellerons Léa. L'année dernière, elle s'inscrit sur un réseau social. Très vite, elle est contactée par des djihadistes. Ils m'ont demandé ce que je faisais à l'école et tout. J'ai dit un bac pro à SSP pour faire infirmière parce que je veux faire de l'humanitaire et tout. Puis là, ils m'ont montré des vidéos comme quoi je pouvais venir faire de l'humanitaire en Syrie. Des vidéos où ils montrent le peuple syrien qui se fait gazer par Bachar. Au fur et à mesure des discussions, Léa est endoctrinée. Elle s'isole. Ils m'ont dit de ne plus parler à mes amis, de rester chez moi, d'arrêter l'école. J'ai commencé à rester, à plus parler à mes copines, à ma famille non plus. Je restais dans ma chambre enfermée, les volets fermés et tout. À ceux qui s'inquiètent pour elle, Léa a des réponses toutes faites, soufflées par ses interlocuteurs. Je sortais des phrases, mais à chaque fois les mêmes choses, copier-coller. Ça sortait automatiquement de ma bouche, quoi. Un jour, ses interlocuteurs lui proposent de venir en Syrie. Une voiture l'attend devant son collège, mais l'adolescente rate le rendez-vous. Elle est repérée par la police française. Le discours de ses contacts change. On m'a dit, c'est mort, tu pourras jamais venir. Tout ce que tu as sur le dos, tu pourras jamais venir. Donc du coup, maintenant, il faut passer à l'acte en France, quoi. J'avais du mal à assumer que, en fait, je m'étais fait endoctriner ou quoi que ce soit. Ça, j'avais du mal à l'admettre et j'ai encore du mal à l'admettre. J'arrive pas à dire que j'étais aussi stupide. Depuis quelques mois, Léa est prise en charge par le Centre de prévention contre les dérives liées à l'islam. Dounia Bouzar préside l'association. Elle nous explique l'accompagnement parfois difficile. Une fois que le jeune a compris qu'il a été berné dans le discours par Internet, il faut qu'il accepte le fait de repenser par lui-même. Il est dans une espèce de zone grise où il n'a plus confiance ni en lui ni en personne. Et c'est ce passage-là qui est difficile. Aujourd'hui, le témoignage de Léa permet à d'autres jeunes mineurs de sortir de leur endoctrinement. Enfin, sachez que le numéro vert anti-djihad mis en place par le gouvernement a reçu 300 appels en janvier. C'est 2 fois plus que le mois précédent. Il s'agit du 0800 005 696. Il s'affiche sur votre écran ainsi que le site internet. La situation en Syrie, elle est justement au cœur des discours des djihadistes. C'est même devenu un argument de recrutement. Le pays est à feu et à sang. Pourtant, il peut arriver que certaines zones soient reprises par les populations locales. C'est le cas de Kobané, cette ville près de la frontière turque a été pendant des mois le théâtre d'une lutte acharnée entre les terroristes de Daesh et les forces kurdes. Arrivé sur Kobani, un paysage de désolation. Les combats, les attentats suicides, les frappes aériennes de la coalition ont dévasté la ville. Les 2 tiers sont détruits. Ça et là, des cadavres des hommes du groupe de l'État islamique. Ici, les tunnels qu'ils avaient creusés pour se déplacer. Depuis quelques jours, la ville est libérée. Certains habitants osent enfin quitter leurs abris. D'autres reviennent chez eux. C'est une immense joie pour moi d'être de retour à Kobané. Difficile tout de même d'imaginer qu'une vie normale reviendra de sitôt à Kobané. Des cratères éventrent les rues, traces de bombardements. Partout,
des obus non explosés. Ces draps protégeaient les combattants kurdes dans leurs déplacements. Le centre culturel, avec son cinéma, a été saccagé. Au mur, d'anciennes inscriptions de Daesh. Je fais couler le sang, je décapite les têtes. Au-dessous, les Kurdes ont écrit « Kobané sera le cimetière de Daesh ». Dans l'ancienne mairie, ces hommes réparent des générateurs. Il n'y a plus d'électricité. L'eau arrive d'un puits, à l'extérieur de la ville. Elle est récupérée dans cette citerne. Les habitants viennent se servir ici. Comme vous le voyez, notre vie est tellement difficile. Par-ci, par-là, de rares pelleteuses. Avec au volant, des hommes effarés par la tâche qui les attend. Unique endroit où l'activité n'a jamais cessé, la boulangerie. 24 heures sur 24. La nuit, pendant la guerre, ils mettaient des rideaux pour éviter les attaques. Maintenant, on a désespérément besoin de farine. Les gens reviennent. C'est une situation invivable. Ici, l'unique hôpital de campagne de Kobané, installé dans les sous-sols d'une école. Les blessés viennent des environs. Il manque de médecins, de matériel, de médicaments. On a soigné les enfants ici, par exemple. Et en même temps, il y a des combattants, il y a des blessés qui crient, il y a beaucoup de vues de sang sur la terre. C'est trop. Dans le ciel, les avions de la coalition tournent avant de lancer de nouveaux bombardements. Aujourd'hui, la ligne de front se trouve à une quinzaine de kilomètres de Kobani. Nous passons par des villages déjà libérés par les combattants kurdes. Un peu plus loin, un groupe de combattants, hommes et femmes, lance roquettes sur l'épaule. On a pris plusieurs villages. Les Daesh s'enfuient, mais en partant, ils laissent des mines partout. Et malheureusement, on a eu des morts parmi nos camarades. Vous avez peur ? Si j'avais peur, je ne serais pas là. Je n'ai jamais peur. Les villages sont libérés en 2 temps. Des éclaireurs partent en premier pour déminer le terrain. Sur la radio, ordre est donné, montez dans la voiture, dépêchez-vous. On va commencer une opération. Attaquer le village devant nous, il y a des Daesh, et le reconquérir. Une opération à haut risque. Il faut se donner le moral. Sur place, certains nous montrent leur prise de guerre. Ça, c'est un poignard de Daesh. Ils décapitent les gens avec ça. Je l'ai tué et je lui ai pris. Leur mission, libérer 50 villages en 3-4 jours. Alors il faut avancer, vite. Nous sommes au plus près de Daesh. Vous voyez ces arbres là-bas? Derrière, il y a un village. Les Daesh sont là, encerclés par nos camarades. Si les Turcs ne les laissent pas franchir la frontière, et ça ils l'ont déjà fait, on peut tous les éliminer là-bas. Village par village, maison par maison, ils sont bien décidés à reprendre cette partie du Kurdistan syrien, 80 km de long sur 35 de large. Je veux mourir pour mon peuple, je veux mourir pour mes combattants, dit la chanson. Et à ce jour, ce sont 216 villages sur 350 qui ont été repris par les forces kurdes autour de Kobané. Du terrain gagné sur Daesh, comme nous venons de le voir, mais les terroristes sont loin de renoncer à leur délire expansionniste. Depuis quelques semaines, ils investissent d'autres régions du monde. Leur présence apparaît au grand jour en Libye. 21 Égyptiens de confession copte ont été kidnappés et décapités dans ce pays dimanche dernier. L'ONU a été saisie du dossier par l'Égypte qui réclame une intervention internationale en Libye où la situation est chaotique. 3 ans et demi depuis la mort de Kadhafi. Et la Libye n'en finit pas de sombrer dans le chaos. Aujourd'hui, 2 gouvernements revendiquent le pouvoir et se font la guerre. Le premier, basé à Tripoli, la capitale, dominé par les frères musulmans. Le deuxième à Tobrouk, reconnu par la communauté internationale. Et entre les deux, des milices
qui défendent avant tout leur territoire. En réalité, la Libye, c'est un pays qui est totalement morcelé, chaque chef de guerre tenant un village, un quartier, une petite région et se comportant en véritable mafieux local. Un chaos qui ouvre la voie au groupe État islamique. On voit sur ces images amateurs un de leurs convois parader dans la ville de Derna, à coup d'alliance avec des milices locales et avec l'envoi de combattants depuis la Syrie. Le groupe État islamique s'est implanté à Derna et plus récemment à Sirte. Mais comment enrayer cette progression ? Le voisin égyptien inquiet a déjà bombardé Derna, fief djihadiste ce lundi, et appelle de ses vœux la mise en place d'une coalition internationale. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, entre autres, rejettent toute idée d'intervention et prônent une solution politique d'urgence. Si l'Égypte se sent prise en étau, il y a un autre pays en Méditerranée qui se sent particulièrement concerné par ce chaos. C'est l'Italie, située à 350 km seulement des côtes libyennes. L'avancée des djihadistes est devenue un sujet de préoccupation. La classe politique italienne est unanime, il faut faire vite face à une situation qui se dégrade. Et là encore, l'Italie sait de quoi elle parle. Le pays fait face chaque jour à l'arrivée massive de migrants venus par bateau de Libye. Pour la plupart, ils étaient plus de 2000 dimanche dernier. Des migrants prêts à risquer leur vie pour un avenir meilleur en Europe. Dans ce modeste port de pêcheurs, l'activité est désormais incessante. Plusieurs fois par semaine, les gardes-côtes italiens portent secours à des migrants perdus au large des côtes libyennes. Partis sur des embarcations de fortune, ceux-là ont survécu. Ce jour-là, 580 Érythréens font leur premier pas en Europe. Dans ce bâtiment des douanes, aménagé en centre de premiers soins, ils retrouvent des Maliens ou Syriens, des enfants ou des femmes enceintes. Les passeurs les ont abandonnés sur de grands canots pneumatiques sans essence. Aucun ne savait nager. On a fait de mourir parce qu'on était 110 dans le bateau. On avait 110. On n'avait pas de boussole, on n'avait pas de GPS, on ne sait pas où on allait. On est venu en Europe parce que notre pays, il n'y a pas de solution, il y a des crises. Quand une embarcation arrive avec l'ensemble des passagers à bord, qu'il n'y a aucune victime, c'est quelque chose de positif. D'une certaine façon, l'épuisement est compensé par le sentiment d'être arrivé sain et sauf. En revanche, quand il s'agit de survivants qui ont vu des gens mourir noyés sous leurs yeux, leur état physique et psychologique est très fragile. Ils ont fui la guerre et la misère. L'Italie est pour eux une terre d'accueil, mais aussi d'espoir. Un espoir exprimé par ses dessins d'enfants. Beaucoup ne savent pas encore où ils sont arrivés. Les organisations humanitaires tentent de répondre à toutes leurs questions. Où ils vont être transférés, comment faire sa demande d'asile. Ils veulent appeler leur famille, ils sont un peu désorientés par rapport à ce qu'il va se passer. Nous, on est là pour leur expliquer un peu quelles sont les démarches à faire, qu'est-ce qu'il va se passer, où ils vont être transférés, quels sont les droits, les devoirs, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. On peut leur donner une idée générale. Dans cette salle voisine, la police italienne mène l'enquête. Là, ça c'est le bateau où tu as voyagé. Tu étais où avec à côté de celui qui conduisait? Il faut identifier les passeurs ou un de leurs complices qui conduisait l'embarcation. Est-ce que tu vois où tu es? Est-ce que tu le vois où tu es? En recoupant les témoignages, le conducteur est repéré, souvent un complice malgré lui de la tête du réseau, resté en Afrique. Tu peux mettre simplement une croix. Ok. Un peu plus loin encore, les migrants sont identifiés. Ils ne sont plus de simples numéros. Âge, pays d'origine, taille, tout est inscrit sur ce registre. Avec comme passage obligé, une prise d'empreinte digitale. Elles seront diffusées à toutes les polices européennes, afin de suivre le migrant à la trace, l'empêcher de quitter son pays d'accueil. À cet instant, sans le savoir, ces migrants sont donc condamnés à rester en Italie. À 120 km de là,
nous rencontrons Jimmy. Il a lui aussi fui l'Érythrée, la dictature la plus sanglante du continent africain. Après 10 mois de centre de rétention, il a obtenu le statut de réfugié en Italie, lui qui comptait au départ se rendre en Norvège. Beaucoup de mes amis sont partis en Allemagne, en Suède ou en Norvège, mais ils ont dû revenir. Une fois que vos empreintes digitales ont été prises, si on vous contrôle là-bas, on vous renvoie en Italie. Il n'y a rien ici. Si j'avais imaginé une telle vie, pourquoi serais-je venu ici, à dormir dans la rue et faire la manche? Ibrahim et Konaté sont aujourd'hui nourris et logés par une association catholique. Avant de prendre la mer sur une embarcation de fortune, il leur a fallu d'abord traverser des déserts. Du Mali à la Libye, en passant par le Niger ou l'Algérie, ils ont risqué leur vie plus d'une fois. Venir en Europe à tout prix, sur les quais des ports de Sicile, ce qu'il reste des bateaux échoués. En un an, le nombre de migrants noyés en mer est passé de 700 à plus de 4300 morts. Loin des regards, la Méditerranée est devenue la route migratoire la plus mortelle au monde. Je vous propose à présent d'ouvrir une page plus légère de l'actualité du bassin méditerranéen. Pour cela, nous allons nous rendre à Monaco. 2 scientifiques ont fait un pari fou. Ils ont élaboré un avion qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire. L'engin va survoler les mers et les océans et vous allez découvrir pourquoi la principauté monégasque s'est impliquée dans cette aventure. Monaco, tour de contrôle d'une nouvelle aventure autour du monde. Le prince Albert en a rêvé, les pilotes qui réaliseront le challenge aussi. Le projet voit enfin le jour. Le 1er mars prochain, si toutes les conditions sont réunies, Solar Impulse, un avion fonctionnant à 100% à l'énergie solaire, prendra son envol à Abu Dhabi pour un périple avec escale de 5 mois au-dessus des continents et océans. À son bord, 2 pilotes suisses se relayeront. Bertrand Piccard, déjà auteur d'un tour du monde en ballon, et André Borschberg, ce sont eux qui ont initié le projet il y a 12 ans avec dans l'idée, au-delà du défi scientifique, de faire disparaître les a priori sur les énergies alternatives. Aujourd'hui, on peut le faire, on peut diviser par 2 la consommation énergétique de l'humanité en remplaçant les vieilles technologies polluantes par des technologies propres, comme celle en particulier que nous avons sur Solar Impulse. Ça doit se savoir, donc Solar Impulse est un projet d'exploration, mais c'est aussi un projet de promotion de solutions. Dans le centre de contrôle de la mission à Monaco, une 40aine de personnes vont se relayer 24 heures sur 24. Ingénieurs, mathématiciens, météorologues. Un appui d'autant plus primordial lors du survol des océans quand il faudra voler pendant plusieurs jours et être dépendant du temps pour recharger les batteries. Que cette logistique soit installée sur le rocher n'est pas un hasard. Albert II de Monaco est un ami de Bertrand Piccard, très engagé sur le dossier des énergies renouvelables lui aussi. J'espère que le succès que nous espérons tous pour ce tour du monde de Solar Impulse, bien qu'il ait déjà prouvé beaucoup de choses, mais là ça sera la consécration et ça va, j'espère, entraîner d'autres personnes et convaincre d'autres personnes qu'il faut aller vers un monde qui utilise plus d'énergie renouvelable. 12 étapes et 25 jours de vol effectifs seront nécessaires d'après les calculs de l'équipe pour effectuer les 32 000 km du parcours, en espérant que le soleil soit un allié solide et que les aventuriers ne se brûlent pas les ailes. Le Salon international de l'agriculture de Paris, c'est jusqu'au 1er mars, 9 jours dédiés au savoir-faire agricole et la filière oléicole y sera évidemment largement représentée. Des oléiculteurs inquiets cette année, notamment en Corse, une bactérie venue d'Italie pourrait menacer leurs oliviers, une contagion qui aurait un impact terrible sur la végétation de l'île. Il faut péter la branche qui passe là derrière. Fabienne Maestracci a, comme tous les Corses, une relation particulière à ses oliviers. C'est la période de la taille. Ces arbres centenaires lui donnent l'huile d'olive qui la fait vivre. Pour nous, c'est l'essence même d'une des grandes parties de la culture corse. Voilà. On essaye de les traiter avec tous les égards qu'ils méritent. Le pire pour elle serait qu'ils disparaissent. Et le pire est déjà une réalité à quelques centaines de kilomètres de là.
Dans le sud de l'Italie, plus de 30 000 hectares d'oliviers sont déjà morts, asphyxiés, desséchés par une bactérie tueuse. Fabienne s'est rendue sur place il y a quelques semaines. On est revenu complètement terrorisés. Elle nous montre ses photos. Là, ce sont les premiers rameaux qui sèchent. Et ça, c'est après la xylella. Les gens donc, ont essayé de rabattre, mais les arbres meurent inexorablement. Pour éviter que l'île ne soit contaminée et sous la pression de Bruxelles, la préfecture de Corse intensifie depuis peu les contrôles de végétaux, au port et dans les pépinières. Car le danger vient de toutes ces plantes importées souvent d'Italie qui peuvent être porteuses de la bactérie tueuse. Ça démarre une décoloration un peu comme ça. Et puis après, ça se dessèche. Et il y a un liseré plus foncé qui sépare la partie sèche de la partie verte. D'accord. Et là, c'est pas le cas? Non. Un seul arbre infecté et les insectes transmettront la xylella à des milliers d'autres. Pour Louis Cesari, les contrôles sont insuffisants, car la bactérie peut rester invisible des mois avant de se développer. Si elle contaminait le maquis, ce serait un désastre économique et écologique. Le drame avec cette maladie-là, c'est que malheureusement, elle ne s'intéresse pas, elle ne s'attaque pas qu'à l'olivier. On sait qu'elle fait mourir définitivement et sans aucune possibilité de traitement l'olivier, l'amandier, le laurier rose, les chênes, l'oranger, ça c'est établi. L'Europe vient de nommer un commissaire extraordinaire en charge du dossier, preuve que le sujet commence à être pris au sérieux. À ce jour, aucune trace avérée de la Xylella fastidiosa en Corse. Mais Fabienne le sait, si un jour on la trouve, c'est qu'il sera certainement déjà trop tard. Il n'est peut-être pas trop tard encore pour tenter de préserver certaines espèces menacées. C'est le cas du poulpe en Méditerranée. Un arrêté préfectoral dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, pourrait interdire la chasse sous-marine cet été en pleine période de reproduction. Au large de Marseille, nous sommes allés à la rencontre des pêcheurs. Ceux-là sont respectueux de l'environnement, d'autres beaucoup moins. Ces deux plongeurs amateurs partent dans les calanques de Marseille à la pêche au poulpe. Une espèce de plus en plus rare. Alors pour en trouver, il faut savoir où il se cache. Le poulpe, il a tendance à se mettre à aimer les pierres, tout ça, les recoins, au cas où il serait attaqué, où il pourrait se cacher, tout ça. Voilà, c'est très joueur. Mais ce jour-là, les poulpes n'ont pas vraiment envie de jouer, encore moins de se faire prendre. Tapis dans les rochers, ils prennent la fuite. Ça tombe bien. Car même si cette pêche n'est pas réglementée en Méditerranée, les plongeurs préfèrent ne pas les attraper. Non, je ne l'ai pas ramassé. Parce que pour moi, il était un peu trop petit. Voilà. Généralement, quand on chasse comme ça, on prend que les gros spécimens qui font 3 kilos, 2-3 kilos. Quoi. Mais d'autres pêcheurs sont moins scrupuleux. Beaucoup de gros bateaux font ce qu'on appelle la technique du pot. Donc c'est comme des gros pots de fleurs que l'on balance à l'eau accrochés avec des cordes. Et les poulpes s'y mettent à l'intérieur. Et à force, ils en ramènent des 50, une centaine. Une pêche intensive qui fait disparaître l'espèce. Alors un arrêté préfectoral pourrait interdire la pêche au poulpe sur une partie des côtes méditerranéennes entre juin et septembre. Le seul moment de l'année où la femelle vient pondre dans les rochers. Alors si on ne lui laisse pas le temps de se reproduire, de pondre et de s'occuper de ses petits, il est certain que la ressource périclite. Et malheureusement, cela se produit essentiellement en été. Celui-là, c'est poulpe local, on est en Méditerranée. Le poulpe, un produit rare pour ce chef marseillais qui cuisine uniquement des produits frais. On a des pêcheurs qui viennent nous voir, qui nous disent tiens, j'ai un poulpe, j'ai 2 poulpes dans mes filets, puisque globalement, on fonctionne comme ça. Ce jour-là, le chef prépare une daube de poulpe. Cuit dans un courbouillon aromatisé, le poulpe est ensuite coupé en morceaux que l'on fait revenir avec de l'ail, du romarin, du céleri et des carottes. Il va ensuite mijoter de nombreuses heures dans du vin rouge et un jus de veau. C'est un bon appétit. Merci. Et au bout de la fourchette... On mange la Méditerranée, là. Très très bon. Un délice qui pourrait disparaître de la carte des restaurants provençaux si la pêche du poulpe est interdite l'été prochain.
Et d'autres poissons de fond pourraient également disparaître de nos assiettes victimes de la surpêche en Méditerranée si rien n'est fait. Il s'agit de la dorade, du loup, du rouget ou encore du mérou. On trouve décidément de tout dans les fonds marins et même des pièces d'or. C'est ce qui pourrait s'appeler une pêche miraculeuse. Des plongeurs viennent de découvrir au fond du port antique de Césarée, situé aujourd'hui en Israël, 2000 pièces d'or vieilles de 1000 ans. La plus ancienne a été frappée à Palerme, en Sicile, au 9e siècle. La plupart de ces pièces remontent au califat fatimide, des musulmans chiites qui ont régné de la fin du Xe siècle au début du XIe sur un territoire qui s'étendait sur une grande partie de l'Afrique du Nord, de la Sicile et du Proche-Orient. On quitte les côtes moyen-orientales pour l'Italie et pour découvrir un film qui sortira sur les écrans le 11 mars prochain. L'amour ne pardonne pas de Stefano Consiglio raconte l'histoire d'un homme et d'une femme que tout oppose. L'âge, la culture ou encore la religion et qui vont pourtant s'aimer. Une belle aventure, surtout en cette période où le rejet de l'autre n'a jamais été aussi fort. Je m'appelle Adriana. E moi Mohammed. Lui può stare con te? Sì, ho pensato, il lavoro è finito, non hai niente da fare. Un homme, une femme, des années qui les séparent et surtout deux cultures. Adriana et Mohamed tentent de vivre leur histoire d'amour au cœur de l'Italie du Sud. Dans ce mélodrame, l'actrice marseillaise Ariana Scaride y incarne une femme de 60 ans. Donc évidemment, pour la société en général, ça peut apparaître comme une rencontre improbable. Mais ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que ce garçon qui a 30 ans ne cesse de lui prouver que, par amour, parce qu'il est le seul à lui faire croire que vraiment ça existe, parce qu'en face, tout ce qui lui est renvoyé est violent. Per un arabo che ha 30 anni meno di te. Elle est catholique, il est musulman. Malgré leurs différences, Adriana et Mohamed sont prêts à tout pour défendre leur histoire et à prouver à leurs familles respectives que cet amour est possible. C'est une histoire de culture, c'est un garçon qui vient d'ailleurs. Vous savez qu'aujourd'hui en Italie, il y a beaucoup de garçons comme ça qui arrivent de Lampedusa et on peut se dire pendant un temps dans le film que ce garçon veut essayer de profiter de ça. Et en fait, c'est vrai que si vous voulez, le choc des cultures, il est dans les deux sens. Parce qu'elle, quand elle va aller au Maroc, le refus sera aussi grand de ce qu'elle est que le refus qu'il y a pour lui en Italie. Une union difficile ou impossible. Pour son troisième film, le réalisateur italien Stefano Consiglio pointe du doigt une réalité violente. Regardez comme un monstre. L'amour ne pardonne pas est à voir à partir du 11 mars prochain. Et sachez que vous pouvez voir ou revoir ces reportages sur les réseaux sociaux via notre page Journal de la Méditerranée. On se quitte en musique avec Akhenaton. Le chanteur marseillais du groupe Ayam a été récompensé en solo cette semaine lors de la 30e cérémonie des victoires de la musique dans la catégorie album de musique urbaine pour Je suis en vie. Au revoir, passez une très belle semaine. Lâche pas vos cheveux pour que ces petits branleurs te laissent tranquille. Comme disait le poète en somme, sois femme ma fille, car la femme est l'avenir de l'homme. Souris encore mes craintes aussi fortes que l'amour que je te porte. Regarde-moi avec tes yeux de biche. Reste loin de leur haine est si grande, car les femmes leur font peur. Du coup, ils les appellent bitch. Reste près de moi, une journée, album photo, 7 pages, non, je veux pas la tourner. Souris encore, mon Dieu que t'es belle. Il a sûrement dû oublier tes ailes.